Histoire 1. La maison qui attendait. J'ai grandi tout au bout de la vallée de Ridgefield, là où la terre se recroqueville comme une bête blessée. La maison de mes grands-parents était une tache d'herbe rongée par les années, un îlot de lumière dans un océan de bois noir. Debout sur le porche, on sentait les arbres se refermer autour de nous, une étreinte étouffante. Petit, je trouvais ça rassurant. Rien ne pouvait traverser cette forêt sans la permission de mon grand-père. Il savait tout. Un craquement de branches à la lisière de la propriété, et il levait les yeux de son café avec un hochement de tête, comme s'il attendait ce bruit depuis toujours. Rien ne le surprenait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Cette illusion de sécurité a disparu avec eux. D'abord lui, puis ma grand-mère, quelques années plus tard. Personne ne restait pour veiller sur les lieux. Personne, sauf moi. Et j'ai repoussé l'échéance, feignant l'ignorance, jusqu'à ce que les papiers légaux me forcent à revenir. Ce fut en octobre dernier. 15 ans sans mettre les pieds là-bas. Je m'étais dit que tout serait pareil. Mais plus je m'approchais, plus je réalisais l'ampleur du temps écoulé. La route goudronnée devint un chemin de gravier, puis une piste de terre creusée de ornières où ma petite voiture de ville semblait un intrus grotesque. Je devais monter sur la crête centrale pour éviter de racler le châssis sur les pierres. Le silence était trop lourd. Pas de voiture, pas de maison, pas même de lignes électriques. 3 nuits, me suis-je promis. 3 nuits pour trier les affaires, signer les papiers chez le notaire, puis retourner à ma vie en ville et tout oublier. Quand j'ai enfin débouché dans la clairière, le soleil plongeait déjà derrière les arbres. Le porche était en pire état que dans mes souvenirs. Les planches pourrissaient, certaines touchant presque la terre. J'ai dû enjamber un trou béant pour atteindre la porte. Quand ma paume a effleuré la serrure, elle a cédé avec une facilité dérangeante, comme si la maison avait attendu. Comme si le temps n'avait jamais passé. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé en premier. Bois pourri, boules de naphtaline, et quelque chose d'aigre, de humide, comme des feuilles mortes laissées à pourrir en tas. Une vague de souvenirs m'a submergé, les fêtes ici, le bourdonnement de ma grand-mère dans la cuisine, les bottes de mon grand-père près de la porte arrière. J'ai resté immobile, comme piégé dans une version momifiée de mon enfance. Puis j'ai posé mon sac au pied de l'escalier et commencé à ouvrir les placards. Les assiettes étaient encore là, empilées derrière un papier adhésif jauni. Un tas de journaux, datés de 2 ans, s'effritaient sur le comptoir. Le panier à tricot de ma grand-mère était sous sa chaise, avec cette écharpe inachevée, les aiguilles plantées là où elle les avait laissées, la laine décolorée par les années. Quand la nuit est tombée, j'avais réussi à vider la cuisine et une partie du salon. Mon téléphone ne captait rien. Pas une barre. J'ai erré de fenêtre en fenêtre, cherchant désespérément un signal, jusqu'à ce qu'une barre tremblotante me permette d'envoyer un message à mon frère, « Je suis arrivé ». J'ai mangé un sandwich froid devant l'évier, les yeux rivés sur la forêt. Les troncs serrés formaient un mur noir, impénétrable. La même sensation qu'enfant, si je fixais trop longtemps, quelque chose me fixerait en retour. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Il n'y avait rien d'autre à faire. Pas de télé, pas d'internet, juste le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Allongé sur le matelas affaissé, j'écoutais la maison gémir et craquer. Chaque bruit résonnait comme un coup de feu. Je ne sais pas à quelle heure je me suis réveillé. D'abord, j'ai cru à un cauchemar. Juste les grincements habituels d'une vieille maison. Puis je l'ai entendu. Un grattement lent, méthodique, sous les planchers. J'ai figé. Mon cœur cognait dans ma gorge. Je me suis dit que c'était un animal. Un opossum, peut-être. Mais le bruit était trop régulier, trop précis, comme des doigts explorant le grain du bois, allant et venant. Le grattement s'est arrêté. Puis un coup sourd a retenti, comme une main pressée contre le dessous du plancher, cherchant un point faible. J'ai serré les draps jusqu'à en avoir mal aux jointures. Ma bouche était si sèche que je ne pouvais plus avaler. Les bruits ont duré une éternité, grattement, pause, pression, encore et encore. Quand ça a enfin cessé, je n'ai pas bougé. J'ai attendu l'aube, les yeux grands ouverts dans le noir. À la lumière du jour, tout semblait normal. J'ai forcé mes jambes à m'emmener dehors, vérifier les ouvertures du soubassement. Rien. Pas d'empreinte, pas de traces. Je me suis dit que j'étais épuisé, à moitié endormi. J'ai continué à ranger toute la journée, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à cette trappe dans le sol de la cuisine, celle qui menait sous la maison.
Chaque fois que je passais devant, une boule de glace se formait dans ma poitrine. Comme si, en la regardant trop longtemps, je la verrais s'ouvrir toute seule. La deuxième nuit, je n'ai même pas essayé de dormir. D'abord, j'ai fixé le plafond, les couvertures remontées jusqu'au menton. Les heures ont passé sans un bruit. Puis, peu après minuit, le grattement a recommencé. Plus proche cette fois. Je l'ai entendu se déplacer le long du plancher, s'arrêtant tous les quelques pas. Les lattes sous mon lit ont craqué. Mon pouls cognait contre mes côtes. Ma respiration était saccadée, incontrôlable. Le grattement est devenu plus insistant, comme si ça testait chaque planche, cherchant le point le plus faible. J'ai tâtonné vers mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le lâcher. Toujours aucun signal. Le bruit a cessé. Un silence absolu. Puis une voix. Basse, étouffée, juste en dessous de moi. Des mots incompréhensibles, une parole humide et raclante, comme quelqu'un essayant de chuchoter avec la bouche pleine de boue. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mon sac, balancé mes jambes hors du lit, et couru. En haut des escaliers, je me suis arrêté. La trappe de la cuisine s'ouvrait toute seule. Lentement, comme si ce qui était en dessous prenait soin de ne pas faire de bruit. J'ai vu quelque chose de pâle émerger de l'obscurité. Une épaule nue striée de terre. Un bras long et maigre tendu vers le sol. Je n'ai pas attendu. J'ai dévalé les escaliers si vite que j'ai glissé sur le tapis. J'ai poussé la porte d'entrée et sprinté à travers la clairière. L'herbe humide collait à mes chevilles. Je n'ai pas ralenti. J'ai couru jusqu'aux arbres, me suis plaqué contre le tronc rugueux d'un chêne, essayant de faire fonctionner mon téléphone. Rien. Je me suis accroupi, retenant mon souffle. Tout était immobile. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas lents, délibérés, descendant les marches du porche dans la cour. Ils se sont arrêtés, puis se sont rapprochés, comme si ça savait que j'étais là, sans pouvoir me localiser exactement. J'ai pressé ma joue contre l'écorce, immobile. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il me trahirait. Les pas enterrés dans l'herbe, s'arrêtant par intermittence. J'ai cru entendre une respiration, humide, laborieuse. Finalement, les pas se sont éloignés vers l'autre bout de la clairière. Je n'ai pas bougé avant que le ciel ne commence à pâlir. Quand la lumière a été suffisante, je me suis traîné jusqu'à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. À l'intérieur, la trappe était refermée. Bien proprement. Je me fichais de ce que je laissais derrière moi. J'ai empaqueté ce que je pouvais attraper sans monter à l'étage, suis sorti en ligne droite, et j'ai conduit jusqu'à ce que les arbres disparaissent dans mon rétroviseur. Histoire 2. La forêt qui avale les hommes. J'avais 26 ans quand mon cousin Mason a décidé qu'on devrait aller randonner du côté de Fox Hollow. On aurait cru qu'après avoir grandi dans l'est du Kentucky, on aurait exploré chaque crête, chaque vallon avant même d'avoir le permis. Mais aucun de nous deux n'avait jamais osé s'enfoncer aussi loin. Et pour être franc, je n'en avais jamais eu l'intention. Tout le monde dans le comté connaissait les histoires sur cet endroit. Mon grand-père sirotait son thé glacé sur le porche arrière et me parlait de chasseurs partis sur les vieux sentiers de service, et jamais revenus. On retrouvait leur équipement ou leur camion des jours plus tard, mais aucune trace ne dépassait le dernier marqueur. Ces crêtes avalent les gens tout entiers, disait-il. Et la façon dont il regardait la lisière des arbres en disant ça me donnait l'impression qu'il savait des choses. Des choses qu'il ne partageait pas. Mason, lui, se moquait des vieilles légendes. S'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, ça n'existait pas. Il ricanait devant les avertissements, peu importe leur gravité, et se mettait à disserter sur la façon dont les gens inventaient des histoires de fantômes pour empêcher les gamins de s'aventurer trop loin. Cette fois-ci, il s'était mis en tête de camper là où la carte devient blanche. Pas de réseau, pas de route, pas de panneaux, juste des arbres centenaires et un sentiment de supériorité stupide. Je lui ai dit plus d'une fois que c'était une mauvaise idée. Mais après des années à essayer de ne pas avoir l'air faible devant lui, il devient difficile de tracer la ligne entre le bon sens et l'orgueil. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le pick-up de Mason, à sauter sur les nids de poules en direction d'un vieux portail rouillé, dont la chaîne pendait depuis des décennies. Je me souviens qu'il a klaxonné comme s'il arrivait chez un pote, puis est descendu pour donner un coup de pied dans le portail. Les gonds ont grincé dans un hurlement lent, comme un cri étiré. Il a trouvé ça hilarant. On s'est garé sur une plaque de gravier qui n'avait pas vu de véhicule depuis des années.
Quand je suis sorti, l'air sentait le moisi, presque métallique, comme des feuilles mortes et autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. J'ai essayé de l'ignorer pendant qu'on chargeait nos sacs. Les premiers kilomètres étaient normaux. C'était début septembre, tout était encore vert. Le sentier était large au début, une vieille route de service avec des ornières remplies d'eau de pluie. J'attendais de croiser un autre randonneur, mais les seuls signes de vie étaient des oiseaux fuyant entre les branches. Mason s'est retourné une fois et a dit que c'était comme si on avait quitté le temps. Comme si le monde avait pris fin derrière nous sans qu'on s'en rende compte. Il avait un don pour dire les choses de façon poétique quand il en avait envie. Tous les 2 kilomètres, on tombait sur des traces des gens qui avaient vécu là un siècle plus tôt. Des cheminées de pierre se dressant seules, des tas de bouteilles brisées à moitié enterrées, un vieux poêle en fonte rouillant dans un fourré de chèvrefeuilles. Je me suis surpris à me demander si ces familles étaient parties de leur plein gré, ou si quelque chose les avait chassées. On a monté le camp la première nuit près d'un ruisseau peu profond. Mason a allumé un feu avec un petit tas de brindilles et une roue à étincelles achetée sur internet. Il fanfaronnait sur le fait qu'on n'avait pas besoin d'allumettes si on était préparé. Personnellement, j'aurais trouvé plus simple d'apporter un briquet, mais je me suis tué. J'ai essayé de me concentrer sur les nouilles et de ne pas penser à cette sensation d'être observé depuis la lisière des arbres. Ma peau me picotait, comme après un cauchemar dont on ne se souvient plus. Mason n'a rien remarqué. Il était trop occupé à radoter sur toutes les vidéos de camping qu'il avait regardées, comme si YouTube pouvait nous protéger de ceux qui rôdaient là-bas. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après qu'il se soit endormi. Le feu s'est réduit en braise, et les arbres autour de nous semblaient se refermer à chaque fois que je clignais des yeux. J'entendais des feuilles craquer, douces et lentes, comme des pas qui essayaient de ne pas être des pas. Je retenais mon souffle, et ça s'arrêtait. Encore et encore, jusqu'à ce que je sois à moitié convaincu que je l'imaginais. Je dois m'être endormi à un moment, parce que quand je me suis réveillé, la lumière était grise et fine. On a plié bagages sans échanger un mot. Je pense que Mason espérait que je n'évoquerais pas mon malaise de la veille. Le deuxième jour, le sentier s'est réduit à une simple piste de serre. Il fallait slalomer entre les branches tombées et éviter les trous là où les vieux poteaux de clôture avaient pourri. Vers midi, Mason a repéré un panneau cloué haut sur un peuplier. Le bois était ébréché, la peinture si délavée qu'elle en était presque blanche, mais j'ai quand même distingué 3 mots, sentier sans retour. Il a ri. A dit que c'était une blague de quelqu'un. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à me demander quel genre de personne irait jusqu'ici juste pour clouer un avertissement. Plus tard, on s'est arrêté sur une falaise rocheuse pour manger. La pente était si raide que je distinguais à peine le fond. J'ai commencé à déballer une barre protéinée quand j'ai remarqué un mouvement entre les arbres, en bas. Au début, j'ai cru à un wapiti, pâle, grand, glissant sans bruit à travers le ravin. Puis ça s'est redressé. Ses bras étaient trop longs, pendant presque jusqu'à ses genoux. Ça a tourné la tête d'une manière lente, méthodique, comme si ça comptait chaque arbre. Quand ça a levé le visage vers le ciel, j'ai vu sa mâchoire s'ouvrir en deux, comme fendue jusqu'au milieu. J'ai retenu mon souffle. Mes mains se sont crispées si fort sur la barre que l'emballage s'est déchiré. Pendant une minute, j'ai cru que j'allais vomir sur place. Puis ça a disparu derrière un fourré de jeunes pousses. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là, à fixer l'endroit où ça avait été. Mason a finalement remarqué mon expression et m'a demandé si j'étais malade. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était collée. J'ai hoché la tête juste pour qu'il arrête de me regarder. On n'a plus beaucoup parlé après ça. Je pense qu'il a senti que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, on a campé dans un creux à peine assez grand pour nos 2 tentes. On n'a pas allumé de feu. Je ne voulais rien qui puisse nous repérer. J'étais allongé dans le noir, comptant chaque cri de chouette. L'espace entre eux s'est mis à s'étirer, et mon estomac s'est noué. Quand les cris ont cessé complètement, ça a été comme si le monde retenait son souffle. Puis une voix a flotté depuis les arbres. D'abord un murmure trop bas pour distinguer les mots, mais elle est devenue plus claire, et chaque poil de mes bras s'est dressé. C'était la voix de ma mère. Le même ton doux qu'elle utilisait quand j'étais enfant, effrayé par le noir. Comment, a-t-elle dit. Ma poitrine s'est vidée. Mon cerveau cherchait désespérément une explication. Un tour de vent? Mon imagination qui me jouait des tours? Mais c'était elle. Jusqu'au léger tremblement dans ses voyelles. Je me suis tourné pour réveiller Mason.
ma main n'a rencontré que du nylon froid. Son sac de couchage était vide. Je me suis précipité hors de la tente si vite que j'ai failli tomber. Ma lampe torche tremblait dans ma main. J'ai aspiré une bouffée d'air froid et moisi et j'ai appelé son nom. Les arbres ont avalé ma voix. Puis je l'ai entendue à nouveau, plus bas sur la pente, me parlant comme si une partie de moi voulait courir vers elle. Comme si, en le faisant, je la trouverais assise là, souriante, prête à me serrer dans ses bras. Mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, m'a cloué sur place. J'ai tourné lentement, balayant la lumière autour de moi. C'est alors que je l'ai vue. À une vingtaine de mètres, à moitié cachée derrière un chêne noir. Ça me fixait. Sa peau luisait, tendue trop fin sur des os qui ne s'emboîtaient pas correctement. Des bras longs pendaient, mollement, les doigts effleurant les feuilles. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, lente, délibérée. Je ne voyais aucun œil. C'était le pire. Si j'avais vu des yeux, peut-être aurais-je pu détourner le regard. Ça a bougé, glissant sur le côté autour du tronc, les épaules tordues d'une manière impossible pour un humain. Ça tournait en cercle, lent et patient, comme si ça savait que je ne pouvais décider si je devais fuir ou rester figé. J'ai reculé et me suis cogné le tibia contre une pierre. Le faisceau de ma lampe a vacillé sur les arbres. C'est alors que j'en ai vu un second. Juste un éclair de peau pâle entre les troncs. Ça a suffi. J'ai couru. J'ai foncé à travers les ronces et les branches mortes, les fouets me lacérant le visage et les bras. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Derrière moi, des voix se sont élevées. D'abord celle de ma mère, puis celle de ma sonne, puis la mienne. Toutes m'appelant par mon nom, sur des tons différents. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. L'obscurité brouillait tout, mais une seule pensée, ne t'arrête pas, continue. Quand j'ai enfin atteint la vieille route de service, le ciel commençait à s'éclaircir. Mes jambes ont fléchi. Je me suis écroulé dans la terre, haletant si fort que ma gorge brûlait. Plus tard, un pick-up du service forestier s'est arrêté. Le ranger en est descendu lentement, comme s'il avait peur de m'effrayer. Il m'a aidé à monter dans la cabine, m'a donné de l'eau, et a essayé de ne pas avoir l'air trop inquiet. Quand il m'a demandé où était ma sonne, je n'ai pas pu répondre. J'ai juste secoué la tête. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais vu. Il m'aurait cru. Et c'était ça, le pire. Histoire 3. L'appel du vide. Je suis né dans un coin perdu du sud du Missouri, un de ces endroits que les gens traversent sans même cligner des yeux. J'ai passé mes 20 ans à me convaincre que j'en avais fini avec ça. J'avais déménagé à Saint-Louis, trouvé un boulot qui ne nécessitait pas de bottes en caoutchouc, et je m'étais répété que je n'aurais plus jamais à revenir sauf pour les enterrements. Mais en octobre dernier, mon oncle Randall est mort. Alors je suis rentré, par devoir plus que par envie. Après les funérailles, un service silencieux dans une église en briques qui sentait l'huile de citron et les vieux micelles, je me suis retrouvé sur le parking, les mains dans les poches, avec cette sensation étrange sous les côtes. Je ne savais pas si c'était le chagrin ou quelque chose de plus ancien, une ombre que je traînais depuis l'enfance et que je n'avais jamais réussi à secouer. Ce dimanche-là, j'ai rempli un sac à dos. Rien de sophistiqué, une bâche, mon vieux sac de couchage, quelques barres protéinées, et le couteau de chasse que j'avais depuis mes 17 ans. Le manche portait encore mes initiales, gravées le jour où je l'avais reçu. J'ai rempli ma gourde avec le reste de café tiède de la station-service et j'ai pris la route vers un sentier dont je n'avais entendu parler que dans les bars, après quelques verres de trop. Les gens l'appelaient Jasper Bend. Apparemment, dans les années 1880, un groupe de bûcherons y avait disparu. Certains disaient que c'était un éboulement. D'autres juraient que c'était autre chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Si tu traînais assez longtemps au VFW, tu finissais par entendre les rumeurs, mais personne n'était d'accord sur ce qui s'était vraiment passé. Tout ce que je savais, c'était que personne ne s'était donné la peine de déblayer le sentier, et que tu pouvais marcher là-bas pendant des jours sans croiser âme qui vit. Je pense que c'était ça que je voulais. Être seul. Quand j'ai tourné sur le bas-côté de Gravier, le soleil plongeait déjà derrière la crête. Il y avait une vieille barrière rouillée, accrochée à une seule charnière, et un panneau en bois si érodé que les lettres n'étaient plus que des sillons à peine visibles si tu plissais les yeux. Pendant une seconde, j'ai pensé faire demi-tour. J'aurais pu retourner en ville, dormir dans la chambre d'amis chez ma mère, faire semblant que tout allait bien. Mais le silence des lieux m'a attiré comme un appel.
Alors j'ai coupé le moteur, verrouillé le pick-up, et j'ai commencé à marcher. Ce n'était même pas vraiment un sentier, juste une étroite cicatrice dans les broussailles, étranglée par les ronces et les branches mortes. De temps en temps, le sol s'affaissait brusquement en ravin creusé par des décennies de ruissellement. J'ai glissé une fois, me rattrapant à une racine humide et spongieuse. Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu la crête à travers un enchevêtrement de branches nues. Ça m'a frappé comme une évidence, combien il serait facile de disparaître ici. Comment un homme pouvait faire un faux pas et s'évanouir dans le paysage, sans que personne ne sache jamais où il était passé. Après environ un mile, je suis tombé sur ce qui devait être une ancienne clôture. Les planches étaient effondrées, à moitié enfouies dans la terre, comme si le sol essayait de les engloutir. Juste derrière, il y avait une clairière pas plus grande que ma cuisine cernée par des pierres qui ressemblaient aux derniers vestiges d'une fondation. Au milieu, un jeune arbre tordu poussait au-dessus d'une fosse peu profonde. Je ne sais pas pourquoi, mais le voir m'a asséché la bouche, comme si j'avais avalé de la terre. J'ai contourné l'endroit sans m'approcher. La lumière commençait à faiblir quand le sentier a viré vers la rivière. L'eau était si basse qu'elle ressemblait plus à une ligne de rochers humides qu'à un vrai cours d'eau. J'ai trouvé un endroit plat sous la falaise, où le sol semblait assez sec, même si c'était un peu trop près de l'eau à mon goût. Mes bottes ont laissé des empreintes sombres dans la vase. Pendant une seconde, je me suis simplement tenu là, à écouter. Quand je me suis penché pour poser mon sac, c'est alors que je les ai vues, des empreintes de pas derrière moi. Elles étaient faibles, presque estompées dans la terre, comme si elles avaient été laissées quand le sol était encore humide après la pluie. Ce qui m'a glacé, c'était leur étroitesse trop étroite pour un adulte. Et certaines étaient si espacées que celui qui les avait faites devait sauter ou marcher d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. Mon estomac s'est noué, mais je me suis dit, peut-être qu'elles sont anciennes. Des semaines, peut-être plus. J'ai forcé mes jambes à avancer. J'ai allumé un petit feu et me suis assis assez près pour sentir la chaleur sur mon visage. J'ai sorti un livre de poche, mais j'ai relu la même page 3 fois sans en saisir un mot. C'est alors que je l'ai entendu. Un sifflement bas, double, descendant la pente. Le son était trop pur, trop délibéré. J'ai retenu mon souffle, attendant. Quelques secondes plus tard, il a recommencé et les mêmes notes, la même pause après, comme si celui qui sifflait écoutait une réponse. Ma bouche était sèche comme de la crème. J'ai appelé « Hello ». Ma voix sonnait trop fine, comme si elle ne m'appartenait pas. Rien n'a répondu. J'ai attendu que le feu se réduise en braise. Le sifflement n'est pas revenu, mais le silence qui a suivi était pire, comme si tout autour de nous retenait son souffle. Finalement, j'ai laissé le feu s'éteindre et je me suis glissé dans ma tente. Je ne l'ai pas fermé complètement. Je me suis allongé sur le dos, le manche du couteau posé sur ma poitrine, fixant le tissu au-dessus de moi. Mes épaules étaient si tendues qu'elles me faisaient mal. À un moment, je dois m'être assoupi. Je me suis réveillé des heures plus tard, le cœur battant si fort qu'il me semblait pouvoir meurtrir mes côtes. Je suis resté parfaitement immobile, écoutant. C'est alors que je l'ai entendu. Un craquement lent de feuilles, un pas à la fois. Proche. Peut-être à 3 mètres, se déplaçant le long de la falaise. J'ai attendu, espérant que ça continuerait son chemin, mais le pas s'est arrêté juste devant ma tente. L'air semblait s'être épaissi, comme si quelque chose appuyait sur moi. Puis quelque chose a pressé contre le nylon. Juste un doigt, traçant la courbe du tissu au-dessus de mon genou. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents m'ont fait mal. Le doigt a bougé à nouveau, plus lentement cette fois, sentant la forme de ma jambe. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas respiré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Finalement, la pression a disparu. J'ai entendu les pas s'éloigner, délibérés, soigneux, jusqu'à ce que le bruit se fonde dans les arbres. Je n'ai pas bougé avant que la première lueur grise ne glisse sur la crête. Quand j'ai enfin rampé hors de la tente, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher le couteau. Il n'y avait aucune trace. Pas d'empreinte, pas de branche cassée. Rien qui prouve que quelqu'un ou quelque chose avait été là. J'ai démonté le camp en quelques minutes. Mon sac était en désordre, la bâche à moitié déroulée. Mais je m'en fichais. Il fallait que je bouge. Je n'ai pas arrêté pour manger ou boire. J'ai simplement marché, la tête baissée, la sangle du sac creusant mon épaule jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'elle allait transpercer ma peau. Quand j'ai enfin atteint le début du sentier, j'ai vu mon pick-up à travers les arbres.
Le soulagement m'a frappé si fort que mes genoux ont presque fléchi. J'ai trébuché dans la clairière et me suis arrêté net. Quelque chose était appuyé contre la portière côté conducteur. C'était une bande d'écorce pâle, recroquevillée sur les bords. Quelqu'un y avait gravé une forme, des jambes longues, une tête ovale, pas de bras, juste cette silhouette vide. Histoire 4. La maison au mur qui respire. J'ai grandi dans une petite ville appelée Elkford. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est à peine un regroupement de maisons coincées dans un pli des contreforts des Allegheny. Pas de feu tricolore, pas de station-service, juste un magasin d'appât qui vend du café Sirance qui a le goût de carton brûlé. La maison où j'ai fini par m'installer appartenait à mon oncle. Tout le monde l'appelait l'endroit près du creux de Nolan, comme si ça expliquait tout. C'était une vieille baraque en bois à 2 étages, si ancienne que les planches avaient viré au gris. Les fondations étaient en pierre empilée, certaines fissures si larges qu'on aurait pu y perdre ses clés. Pendant la majeure partie de ma vie, je n'y allais que pour Thanksgiving. Et même là, je n'aimais pas rester après le coucher du soleil. Mais en décembre dernier, après que tout dans ma vie ait déraillé, j'ai décidé d'y emménager pour un temps. Je me répétais que c'était temporaire, juste une pause pour me remettre les idées en place, comprendre ce qui venait ensuite. Ma copine m'avait quitté le mois d'avant, mes heures au garage avaient été réduites, et ma mère n'arrêtait pas de m'appeler pour demander si ça allait. Ce qui, en langage maternel, signifiait « je pense que tu es en train de craquer ». Elle n'avait probablement pas tort. Alors j'ai chargé mon pick-up avec un matelas, quelques cartons de livres, des vêtements, et j'ai roulé jusque-là en pleine tempête de verglas. Les premières semaines n'ont pas été si mal. Les journées étaient calmes. Je coupais du bois près de l'abri, bouchais les courants d'air les plus flagrants, et je m'asseyais sur le porche avec un café qui avait à peu près le même goût que celui du magasin d'appât. Mais la nuit, la maison avait une façon de me rappeler que j'étais seul. Les poutres craquaient parfois avec ces bruits lents, comme si quelqu'un arpentait l'étage. J'ai essayé de ne pas trop y penser. J'ai gardé le générateur alimenté et les bonbonnes de propane alignées dans l'arrière-cuisine. Ça me semblait plus malin d'être préparé. Et ouais, j'avais un revolver dans un petit coffre près du lit. Pas parce que je pensais en avoir besoin, mais à Elkford, tout le monde agissait comme si c'était du bon sens. Ici, on ne supposait pas qu'on était en sécurité juste parce qu'on avait verrouillé la porte. Cette nuit-là a commencé comme les autres. J'ai mangé des nouilles instantanées qui avaient à peu près le goût de colle tiède. J'ai relu un vieux livre de poche pour la 3e fois, et j'ai fait ma ronde habituelle pour vérifier les portes et les fenêtres. J'avais pris l'habitude de double vérifier les verrous avant de me coucher. Je pense qu'une partie de moi avait besoin de voir les serrures engagées pour croire qu'elles tiendraient quelque chose à l'extérieur. Il devait être aux alentours de 22 h quand j'ai entendu le premier bruit. Ce n'était pas fort, juste un grattement doux, comme si quelque chose de fin était traîné sur le porche. Pendant une seconde, je n'ai même pas levé les yeux de mon livre. Il y avait tellement d'animaux dans le coin, des chats à moitié sauvages, des ratons laveurs qui grimpaient sur les rangs. Mais puis le bruit est revenu, plus long cette fois. Un son sec, papier, qui s'est terminé par 3 petits coups contre la porte. J'ai posé mon livre, la couverture vers le haut sur la table basse, et je me suis dirigé vers la fenêtre près de la porte. Le porche semblait vide. Le vieux fauteuil à bascule était parfaitement immobile, pas même un frémissement. J'ai entrouvert la porte d'1 centimètre, et une bouffée d'air froid m'a frappé le visage. Ça sentait l'humidité et un peu le rance, comme des feuilles mortes en décomposition. Je me suis penché juste assez pour regarder à gauche et à droite. Rien ne bougeait. Pas d'empreinte, pas de signe de présence. J'ai refermé la porte et les verrouillé à nouveau. Mes épaules étaient tendues, comme si j'attendais que quelque chose bondisse depuis l'obscurité pour m'attraper. J'ai éteint la lampe et me suis rassis. Mes yeux se sont lentement habitués à l'obscurité. Les formes ont émergé, le canapé, la pile de bûches, la lueur faible de la lumière du générateur dans la cuisine. Je me suis répété que ce n'était qu'un animal. Peut-être un opossum, peut-être une branche tombée contre le revêtement. Mais puis, juste avant minuit, il y a eu le coup. 3 frappes courtes. Calme. Comme si celui qui était dehors n'avait aucune hâte. Je me suis levé si vite que le livre est tombé de la table et a heurté le sol avec un clap. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas demandé qui c'était, j'ai simplement marché jusqu'à la porte et posé ma paume à plat contre le bois. Il était froid. Presque humide. Bonjour. Rien. Pas un frottement de pas,
pas même le grincement des planches du porche. J'ai collé mon œil au Judas. Le porche était exactement le même. Vide. Je me suis reculé et j'ai verrouillé la porte une fois de plus, par précaution. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression d'être à moitié étourdi, comme si je venais de sprinter un mile. Je suis retourné à ma chaise, mais cette fois, j'ai pris le revolver et l'ai posé sur mes genoux. Je me suis répété que c'était dans ma tête. C'était une vieille maison seule dans les bois. Rien d'anormal à entendre des craquements et des coups. 1 heure a passé. Je n'ai pas bougé. Finalement, l'adrénaline a commencé à retomber. Mes bras sont devenus engourdis à force de rester immobile. Une partie de moi a commencé à penser que c'était fini, que quoi que ce soit avait abandonné et était parti. Je me suis levé pour étirer mon dos. Mes jambes étaient raides et maladroites. J'ai pensé que j'allais monter à l'étage, vérifier que les fenêtres étaient verrouillées, et essayer de dormir. C'est alors que je l'ai entendu. Des pas à l'étage. Pas un simple craquement. Des pas lents et réguliers, se déplaçant du bout du couloir vers le haut des escaliers. J'ai figé. Le revolver serrait si fort que mes jointures me faisaient mal. J'ai attendu, espérant que ça s'arrêterait, mais les pas sont revenus, plus lourds cette fois. Traversant vers la chambre d'amis. J'ai allumé la lampe. Le cercle de lumière a rendu tout plat et lavé. Ma main est allée vers le coffre par réflexe. C'est alors que j'ai vu qu'il était déjà ouvert. J'avais oublié de le fermer après avoir nettoyé le revolver la semaine précédente. J'ai vérifié le barillet chargé et je me suis dirigé vers le bas des escaliers. Y à quelqu'un? Pas de réponse. J'ai gravi la première marche. Elle a gémi sous mon poids. Les pas ont recommencé. Va-et-vient. Délibéré, comme si ça voulait que je les entende. J'ai atteint le palier. Chaque pas était plus difficile que le précédent. La porte de la vieille chambre de mon oncle était entr'ouverte de quelques centimètres. J'ai levé l'arme. Ma main libre a trouvé l'interrupteur sur le mur. Je l'ai actionné. Rien. L'ampoule fonctionnait encore l'après-midi. J'ai poussé la porte avec mon épaule. La pièce était vide. Un matelas nu, des tiroirs de commode ouverts, la fenêtre verrouillée. Je me suis reculé lentement, essayant de ne pas cligner des yeux. J'ai fermé la porte et me suis tourné vers ma chambre. C'est alors que je l'ai entendu. Un chuchotement venant de l'autre côté de ma porte. Une voix fine, papier, répétant la même série de mots dans une langue que je n'avais jamais entendue. Je me suis approché, le revolver tremblant dans ma main. J'ai collé mon oreille contre la porte, sentant mon pouls cogner contre le bois. J'ai pris une inspiration trop superficielle pour être utile, et j'ai ouvert la porte d'un coup. Silence. La pièce était exactement comme je l'avais laissée, mon lit défait, mon sac de voyage adossé contre le placard. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger. Une forme a glissé le long du mur. Grande, mince, enveloppée dans quelque chose qui semblait devoir être sous terre. J'ai sursauté, le revolver braqué, le doigt sur la détente. Mais avant que je puisse presser, la forme avait disparu, glissant hors de la porte. Je me suis reculé si vite que j'ai heurté la commode. Je n'ai pas réfléchi, je me suis retourné et j'ai dévalé les escaliers, traversé la porte, et couru à travers la cour. Mes bottes ont dérapé sur le gravier, mais je n'ai pas ralenti. J'ai continué à courir jusqu'à ce que j'atteigne le virage où les arbres s'ouvraient sur la route. Je me suis arrêté là, plié en deux, haletant si fort que j'avais l'impression que mes côtes allaient craquer. Ma gorge avait un goût métallique, comme du sang. Je me suis retourné. La maison se dressait là, parfaitement immobile. J'ai attendu jusqu'à l'aube. Et je n'y suis jamais retourné. Histoire 5. Le creux qui ne rend pas. J'avais 24 ans quand j'ai eu la brillante idée de prendre ce vieux chemin de service derrière la propriété de mon grand-père, dans l'est du Tennessee. Mon oncle parlait de ce hollow comme d'une tache indélébile dans l'histoire de la famille. Il se renversait dans son fauteuil, grattait l'étiquette de sa bière, et lâchait des trucs du genre « ce creux est plus vieux que n'importe quelle tombe par ici ». Puis il changeait de sujet, comme s'il avait failli en dire trop. J'ai toujours cru que c'était des superstitions et juste un moyen d'empêcher les gamins de s'aventurer trop loin dans les bois et de se faire mordre par un serpent ou de se perdre. Je n'étais pas retourné dans cette maison depuis longtemps. Pas depuis l'adolescence. Quand mon grand-père est mort, il a bien fallu que quelqu'un vienne vider les lieux.
Et il restait beaucoup de choses. L'endroit avait l'air d'essayer de s'enfoncer dans la colline depuis le jour de sa mort. Le kudzu engloutissait tout, grimpant sur le porche, s'enroulant autour des gouttières, forçant les moustiquaires des fenêtres. L'ancienne antenne parabolique était pliée en deux sous le poids des lianes. Même la balancelle du porche s'était affaissée sur elle-même, comme si elle avait abandonné. À l'intérieur, ce n'était pas mieux. Chaque pièce sentait le moisi, les vieux journaux, et cette odeur aigre de crotte de souris. Le genre d'odeur qui s'incruste dans les cheveux et les vêtements, si bien que tu la trimbales avec toi-même après être parti. J'ai passé toute la journée à sortir des cartons, des piles de couvertures rongées par les mites, des tas de magazines gonflés par l'humidité, des bocaux de Dieu sait quoi scellés si longtemps que les étiquettes s'étaient décollées. Je me répétais que je faisais des progrès, mais à chaque fois que je me retournais, il y avait un autre coin rempli à ras-bord. À la tombée de la nuit, mes épaules me faisaient si mal que j'avais l'impression d'avoir des tuyaux de plomb à la place des bras. Je me souviens être resté dans la cuisine à fixer le comptoir, pensant à combien c'était plus silencieux sans lui. C'est alors que j'ai vu les clés du Polari accrochées à un clou tordu sur le cadre de la porte. C'était un détail si ordinaire que ça m'a presque déséquilibré avec les souvenirs. Je roulais avec ce quad partout sur la propriété, dévalant les sentiers pendant que mon grand-père, appuyé sur la rambarde du porche, faisait semblant de ne pas me regarder. Il ne disait jamais rien, il me fixait juste en plissant les yeux, comme s'il attendait que je fasse une connerie. Ce qui, en général, arrivait. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le sortir ce soir-là. Peut-être le silence qui me compressait la poitrine. Peut-être que j'essayais simplement de me rappeler ce que ça faisait d'être gamin, avant que tout ne devienne lourd. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai attrapé les clés, enjambé la selle, et démarré le moteur. J'ai pris le sentier derrière la grange. C'était le même chemin bosselé que celui de mes souvenirs d'enfant, quand il me semblait sans fin, comme s'il menait jusqu'au bord du monde. Le premier tronçon était en asphalte fissuré, l'herbe poussant sur les côtés, l'ancienne clôture s'affaissant entre des poteaux penchés. Après environ un mile, l'asphalte a laissé place à de l'argile durcie. Les ornières étaient si profondes qu'à chaque secousse, mes dents claquaient. J'ai eu cette pensée stupide et soudaine que j'allais me casser une dent. Je suis passé devant un vieux poste de chasse perché dans un noyer noir, juste un carré de contreplaqué cloué au tronc. Je m'en souvenais depuis l'enfance, mais il avait empiré. Les panneaux latéraux pendaient en lambeaux, et l'échelle était cassée à mi-hauteur, ébréchée d'une manière qui ne ressemblait pas à de la pourriture, plutôt comme si quelque chose de lourd s'était appuyé dessus. J'ai ralenti sans m'en rendre compte. Les poils de mes bras se sont dressés. J'ai pensé à faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce n'était rien, juste du vieux bois et trop de saisons de pluie. J'ai continué pendant 15 autres minutes. Le sentier descendait dans une large clairière, une cuvette peu profonde dans la terre, ceinturée de robinets faux acacia. 3 mobil-homes y étaient disposés en un demi-cercle de travers. On aurait dit qu'on les avait traînés là des décennies plus tôt et abandonnés à rouiller sur place. Le revêtement était criblé de trous, les fenêtres brisées, les portes disparues. Je me souviens avoir pensé que c'était un endroit où rien de bon n'était jamais arrivé. Le genre d'endroit où tu t'attends à trouver des vautours en train de picorer quelque chose qu'ils ne devraient pas. Puis j'ai remarqué les traces de pneus. Fraîches. Aussi nettes que possible. La terre était encore meuble là où les sculptures s'étaient enfoncées. J'ai coupé le moteur et je me suis assis là un instant, écoutant le silence. Ce n'était pas un silence normal. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste un calme creux qui a fait se dresser les poils de ma nuque. J'ai descendu une jambe du quad. Ma botte s'est enfoncée dans le sol humide. Chaque pas semblait prendre trop de temps, comme si je marchais dans quelque chose de plus épais que l'air. Quand j'ai atteint le mobil-home le plus proche, j'ai dû m'appuyer contre l'embrasure de la porte, mes jambes flageolantes. À l'intérieur, le sol était recouvert de feuilles mortes et de lambeaux de moquette tachées. Dans le coin le plus éloigné, il y avait un tas d'os. Petits, peut-être des chiens, peut-être des cerfs à nettoyer et empiler en rangées soigneuses, comme si celui qui les avait disposés voulait qu'ils soient parfaitement alignés. Je me suis retourné pour partir, et c'est alors que j'ai remarqué la ficelle tendue en travers de la porte. De petites formes grises y pendaient, cliquetant doucement dans une brise que je ne sentais pas. Je me suis approché, plissant les yeux. Pendant un moment, j'ai cru que c'était des pierres. Puis j'ai réalisé que c'était des crânes. Chacun percé et enfilé comme des perles. Ma gorge s'est serrée. J'ai reculé en trébuchant, failli tomber sur un morceau de béton brisé.
Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait m'étouffer. J'aurais dû partir tout de suite. Remonter sur le quad et dégager. Mais une partie de moi devait savoir où menaient ces traces. Ce n'était pas vraiment de la curiosité et plutôt un besoin sourd, obstiné d'aller jusqu'au bout. Comme si je m'arrêtais à mi-chemin, je n'arriverais jamais à l'oublier. Alors j'ai suivi le sentier au-delà des mobile homes. Le chemin s'est rétréci en lacets qui serpentaient à travers les arbres. De temps en temps, il y avait des planches clouées au tronc, peintes de symboles que je ne reconnaissais pas. Des cercles barrés de lignes diagonales, des spirales enroulées autour de bonhommes allumettes. Certains semblaient avoir été tracés avec quelque chose qui avait séché en marron et s'effritait au vent. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. 20 minutes, peut-être 1 heure. J'avais l'impression que le soleil fuyait plus vite qu'il ne l'aurait dû, comme si le temps lui-même essayait de me pousser à partir. Le sentier s'est aplani dans un creux si profond qu'il était presque sombre. Une fondation de pierre effondrée s'affaissait dans la colline. Il y avait une porte encastrée dans le mur. Un trou noir assez grand pour y passer si tu en avais vraiment envie. Je me suis approché. L'odeur m'a frappé à 6 pieds de distance. Une pourriture sucrée et épaisse qui s'est collée au fond de ma gorge. J'ai eu un haut le cœur et j'ai remonté mon t-shirt sur mon nez. Ma lampe torche semblait lourde dans ma main. Je l'ai allumée et j'ai dirigé le faisceau vers l'intérieur. Dans le coin le plus éloigné, un tas de sacs de toile a bougé. Juste un mouvement lent et délibéré, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de se retourner. J'ai entendu une respiration raclante, basse et unique. Mes genoux ont fléchi. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'écrouler face contre terre dans l'embrasure. J'ai fait un pas en arrière. Avant que je puisse en faire un autre, une main s'est abattue sur mon épaule. J'ai figé. Toutes mes pensées se sont évaporées. Quand je me suis retourné, il y avait un homme à côté de moi. Il portait un vieux chapeau en toile rabattu bas sur son visage. Sa barbe était grise, sa bouche tordue en un sourire poli et sans humour. « N'y allez pas », a-t-il dit, comme s'il me donnait des indications pour la poste. Je n'ai pas pu bouger, pas pu répondre. Il a porté un doigt à ses lèvres. « Vous n'êtes pas à votre place ici. Tournez-vous. » Toujours cloué sur place, le corps raide. Il s'est penché plus près. Son haleine sentait la terre après la pluie. « Courez. » Il m'a lâché, et ce qui me retenait immobile s'est brisé. Je me suis retourné et j'ai dévalé le sentier en sprintant. Mes jambes tremblaient si fort que j'ai failli tomber 2 fois. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je le faisais, je verrais quelque chose que je n'arriverais jamais à effacer de mon esprit. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour retrouver la clairière. Les mobil-homes se dressaient dans la pénombre, leurs fenêtres vides comme des yeux morts. Je me suis hissé sur le quad, les mains tremblant si fort que j'ai failli lâcher les clés. Quand le moteur a enfin démarré, j'ai tourné trop brutalement et j'ai dérapé dans la terre. J'ai accéléré à fond dans la colline, me moquant éperdument de déchirer la suspension. Je n'ai pas ralenti avant d'apercevoir le toit de la grange entre les arbres. Je me suis garé près du porche et je me suis assis là, les mains crispées sur le guidon. J'ai essayé de trouver une seule explication à tout ça. Chaque version sonnait comme quelque chose que j'aurais lu dans un roman d'horreur à 2 balles. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai chargé le reste de mes affaires dans le pick-up. Je n'ai pas appelé le shérif. J'ai simplement glissé les clés sous la brique descellée du porche. Et je suis parti. Pour de bon. Histoire 6. Le dernier retour. J'avais 32 ans quand j'ai reçu la lettre. Pas une enveloppe officielle avec un tampon de notaire, non, juste une feuille jaunie, pliée en 4, glissée sous ma porte un matin de novembre. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de timbre. Juste mon nom, écrit à la main d'une encre qui avait bavé comme des larmes séchées, pour Cohen. Tu sais où? Je l'ai ouverte en tremblant. À l'intérieur, une seule phrase, tracée d'une écriture que je reconnaissais instantanément à celle de mon grand-père, malgré les années, malgré la tombe. Ils ont trouvé ma somme. Dans le creux. Intacte. Il t'attend. Le papier sentait la terre et la moisissure. Comme si on l'avait déterré. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait les valises à l'aube, sans prévenir personne. J'ai pris le vieux pick-up de mon oncle, celui qui avait survécu à Fox Hollow, et j'ai roulé vers l'est, les mains serrées sur le volant comme si je pouvais étrangler la peur qui montait en moi. La route était la même, d'abord du goudron,
puis du gravier, puis cette piste de terre rouge qui menait droit au creux maudit. Le portail était toujours là, rouillé, mais ouvert cette fois. Comme si quelqu'un l'avait forcé récemment. Les gonds ont hurlé quand je l'ai poussé plus large, et j'ai eu l'impression qu'un rire étouffé m'a répondu depuis les arbres. Les mobil-homes étaient toujours là, aussi pourris, aussi silencieux. Mais cette fois, il y avait quelque chose de neuf, une corde tendue entre deux peupliers, avec des morceaux de tissu accrochés comme des drapeaux en lambeaux. Des vêtements. Ceux de Mason. Son jean, sa veste déchirée, comme si on les avait arrachés de lui. Et puis j'ai vu les traces. Pas des empreintes de bottes. Des marques dans la terre, comme si quelque chose de lourd avait été traîné vers le fond du creux. Quelque chose qui résistait. La descente était pire que dans mes souvenirs. L'air était épais, visqueux, comme si je marchais dans de l'eau. Les symboles sur les arbres avaient changé et certains étaient frais, peints avec quelque chose de rougeâtre qui sentait le cuivre. Du sang séché. Mon estomac s'est retourné quand j'ai reconnu la main qui les avait tracés, celle de Mason. Les mêmes spirales maladroites qu'il griffonnait sur ses carnets d'école. Et puis j'ai entendu le bruit. Un grattement rythmé, comme des ongles sur de la pierre. Venant de la caverne, celle avec la porte noire, celle que j'avais fui des années plus tôt. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je savais qu'il était là. Il m'attendait. J'ai allumé ma lampe torche. Le faisceau a tremblé sur les parois humides, éclairant des mots gravés dans la roche, « Tu as toujours su ». Ma main a glissé vers le couteau dans ma poche, mais je savais déjà qu'il ne servirait à rien. C'est alors que j'ai vu lui. Mason était là, adossé contre le mur du fond, les jambes étendues devant lui comme un pantin désarticulé. Ses yeux ouverts brillaient d'un éclat laiteux, comme du verre poli. Sa bouche s'est entr'ouverte, et un filet de salive noire a coulé sur son menton. « T'as mis le temps, cousin » a-t-il dit. Sa voix était fausse, comme un enregistrement joué à l'envers. Ils m'ont gardé au chaud. Ils t'ont gardé une place aussi. Derrière lui, les ombres ont bougé. Des silhouettes se sont détachées des parois, des formes longues, aux membres trop minces, aux articulations qui craquaient comme du bois sec. Leur visage. Dieu merci, je n'ai pas vu leur visage. Juste des trous là où auraient dû être les yeux, et des bouches qui s'ouvraient, trop larges, comme celle de la chose dans les bois, cette nuit-là. Mason a ri. Un son mouillé, comme s'il toussait des caillots. T'inquiète, Cohen. Tu vas comprendre. Tu vas voir. J'ai reculé d'un pas. Mon talon a heurté quelque chose de dur. J'ai baissé les yeux. C'était un crâne. Petit. Humain. Avec un trou au front, comme si on l'avait percé pour y passer une corde. Comme ceux dans le mobil-home. C'est à toi, maintenant, a chuchoté Mason. Tu fais partie de la famille, maintenant. Les ombres ont avancé. J'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai réussi à remonter. Mes poumons brûlaient, mes jambes flageolaient, mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une fois. Même quand j'ai entendu les pas derrière moi lents, délibérés comme s'ils savaient que je ne pourrais pas leur échapper bien longtemps. J'ai atteint le pick-up, j'ai démarré en trombe, les pneus projetant de la boue sur les arbres. Dans le rétroviseur, j'ai vu quelque chose émerger de la forêt. Mason. Il se tenait au milieu de la route, les bras trop longs pendant le long de son corps, la tête inclinée comme s'il écoutait une voix que moi, je ne pouvais pas entendre. Et puis il a souri. Pas à moi. À quelque chose derrière moi. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Parce que quand je me réveille en sursaut la nuit, en sueur, avec l'odeur de terre pourrie dans les narines, je sais que ce n'était pas un cauchemar. Parce que parfois, quand je me regarde dans le miroir, mes yeux ont cette lueur laiteuse. Et parce que hier soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé quelque chose accroché à ma poignée de porte. Une cordelette. Avec un petit crâne percé au bout. Mon nom y était gravé.